Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Série 4, Émergence et construction de savoir. Collection idées. Émergence, cheminement et construction de savoir. Dirigé par Muriel Frisch. L'objet de la collection est d'accueillir dans un espace de confluence des travaux d'origine variée, liant la problématisation des pratiques dans les métiers de l'éducation, de la formation et de l'humain avec la construction de savoir, en s'appuyant sur différents types de recherches. L'enjeu de la collection, en soutenant ces travaux, est d'opérer des focus sur des processus de travail, sur des formes d'éclosion, de conceptualisation en relation avec l'éducation, les didactiques, la formation, les métiers de l'humain. Cette collection ouvre des perspectives sur des questionnements d'acteurs à travers des interactions, des traces, des regards, révélateurs d'enjeux professionnels, d'élaboration de savoir. En croisant les dimensions épistémologiques, praxéologiques et psychologiques, elle propose de nouvelles formes de caractérisation de pratiques et de savoir. Elle tient compte de logiques de développement, d'accompagnement, d'innovation, de co-construction et dégage des éléments de savoir qui peuvent être transposés ou contre-transposés pour faire évoluer les connaissances et les pratiques. Elle peut donc héberger des documents de différentes natures et de contextes de production divers. Les formes de contribution originales visées sont des actes de colloques, de séminaires, de journées d'études, des récits d'expériences, des monographies, des biographies, des thèses, des essais. Mots-clés: information, ingénierie, innovation, identité professionnelle, confluence, interaction, curriculum didactique, développement, documentation, évolution, éducation, formation, processus, rapport au savoir, recherche. Au sein de la collection idées, émergence, cheminement et construction de savoir, nous proposons 5 séries. Série 1, interaction et construction de savoir. Les confrontations d'idées, de recherche, d'expériences et les interactions contribueront, au sein même de cette collection, à redessiner des lignes de partage ou de convergence entre des objets au travail, des réflexions pour les métiers de l'éducation et de la formation. Série 2, information, documentation et construction de savoir. À l'heure d'une société dite de l'information, cette série s'intéresse à la construction de savoir de l'information, au passage de l'information à la connaissance. Elle accueille des travaux qui développent un traitement critique et distancié de l'information, des documents. Elle publie des recherches menées en didactique de l'information, de la documentation, en lien avec les sciences, les pratiques et les technologies de l'information, de la communication pour les métiers de l'éducation et de la formation. Série 3, didactique et construction de savoir. Dans une approche diversifiée, la série 3 s'intéresse à une pluralité de didactiques. Elle publie des travaux élaborés en didactique des disciplines, en didactique professionnelle, en didactique comparée, en didactique curriculaire constituant un apport pour les métiers de l'éducation et de la formation. Série 4, émergence et construction de savoir. Cette série focalise sur des innovations décelées dans différents travaux. Il peut s'agir de nouvelles notions, de nouveaux concepts, de regards originaux sur un concept, un domaine existant ou d'une transformation qu'on lui fait subir en l'explicitant. Elle permet de valoriser des formes de création à partir de recherches, d'analyse de l'activité, de dispositifs, de travaux pour les métiers de l'éducation et de la formation. Série 5, cheminement de pensée et construction de savoir. L'ouverture à des cheminements de pensées inédits, robustes parfois ou en devenir, permettra ici de procéder à différentes formes de caractérisation à partir de nouvelles émergences d'idées, tout en tenant compte de leur genèse, de leur contextualisation. Cette série se focalise sur les chemins, les parcours, les développements, les transformations identitaires de professionnels, de chercheurs pour les métiers de l'éducation et de la formation. Comité d'organisation. Muriel Frisch PUC Furca CEREP, Jean-Marc Parago, responsable de formation UL, président d'AM2IDEKI, Patrick Marsan, trésorier d'AM2IDEKI, Christelle Marpeau, professeur des écoles spécialisées, secrétaire de L'. Association, Laurence Dedieu, MCF Biologie Furca CEREP, Anne Glaudel, MCF CEF CEREP, Yolande Maury, MCF Cyclil, Johanna Henrion Latché, ATER Urca CEREP,
Karine François, doctorant URCA-CEREP, Simon-Joseph Ndimena, doctorant URCA-CEREP, Victoria Pfeffermeyer, doctorante URCA-CEREP, Hélène Dedour, assistante du CEREP, Christine Granger, infirmière scolaire, conseillère technique 54, Rosaine Delavenne, infirmière scolaire, conseillère technique auprès du recteur. Comité scientifique. Akakpo Noumado, Cyriaque Sena Yao, MCF Cef Lomé Togo, Chalmel, Loïc PU directeur du laboratoire LISEC, Koulibaly, Bernard MCF HDRUHA, Dedieu, Laurence MCF Biologie Cef URCA-CEREP, Degbol Komi Dr Cef Lomé Togo, Frisch Muriel PU Cef URCA-CEREP, Glodel, Anne MCF Cef CEREP, Gossin Pascal MCF SIC Université de Strasbourg LISEC, Lebaume Joël PU Cef Paris Descartes DA, Maury Yolande MCF SIC Université de Lille, Parago Jean-Marc responsable de formation UL président des apostrophes AM2 IDEKI, Perla Loredana PU Cef Barry Aldo Moreau, Picard Kipfer Agnès MCF Cef Paris Grappe orthophoniste, Sidome Sabi MCF SIC Loria, Witorski Richard PU Cef CIRNEF Normandie Université, Zapata Antoine PU Cef, Zarouk Sondes PU Cef UHA. Nos partenaires. Introduction générale. Muriel Frisch. PU en sciences de l'éducation et de la formation. Directrice du CEREP Unité de recherche 4692. Cet ouvrage constitue un volume qui rassemble les communications soumises à la première journée pour le 4e colloque international IDEKI Didactique et métiers de l'humain. Colloque organisé par le réseau IDEKI, l'Université de Reims Champagne-Ardenne et la Maison des sciences humaines ainsi que le laboratoire CEREP, Centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations, les 2 et 3 décembre 2021 à l'abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson. Les colloques IDEKI sont conçus comme des espaces de travail qui dépassent les clivages catégoriels et institutionnels, en se concentrant sur des objets de recherche en commun et partagés. Ils lient la recherche aux dimensions de l'activité professionnelle réelle en croisant les orientations en didactique épistémologique, praxéologique, pédagogique et psychologique et les champs de la professionnalisation, de la construction de la professionnalité, de l'accompagnement et du développement professionnel. L'enjeu scientifique majeur du 3e colloque IDEKI avait été de repenser les recherches en didactique dans leur relation avec les métiers de l'humain, à travers la construction de savoirs et de dispositifs réels, pour ouvrir de nouveaux horizons en éducation, formation et recherche. De nouveaux paradigmes professionnels avaient vu le jour: efficacité réflexive, compétences imbriquées, distance de professionnalité. Nous avons souhaité avec ce 4e colloque revenir sur des entrées qui ont émergé depuis 10 ans dans le réseau, poursuivre leur étayage avec de nouveaux apports, travailler aussi au sein d'autres collectifs dans le cadre de la MSH de Reims Champagne-Ardenne, de différents laboratoires au plan national et international, et nous intéresser à de nouvelles entrées innovantes. Introduction de l'ouvrage. Par Yolande Maury et Jean-Marc Parago. Cet ouvrage trouve son origine dans la réflexion engagée dans le cadre du réseau IDEKI, dont les objets de recherche s'articulent autour des métiers de l'humain, dans différents contextes, avec le souci de dépasser les clivages catégoriels et institutionnels existants, et en croisant diverses orientations, en didactique notamment, épistémologique, praxéologique, pédagogique, psychologique. Le colloque IDEKI de décembre 2021 y fera largement écho dans les ateliers. Alors que ces dernières années, la question des savoirs et de rapport au savoir a souvent donné lieu à une vision réductrice, en termes de savoir-faire et de savoir-être, plutôt que de savoir spécifique à construire, il s'agit ici de présenter les résultats de recherches récentes faisant état des dynamiques à l'œuvre dans le domaine des métiers de l'humain, dont le contexte actuel de la pandémie montre par ailleurs toute l'importance pour penser et produire des réponses aux questions soulevées dans cette période singulière. Le focus est mis sur des études originales, autour de diverses entrées qui sont au travail aujourd'hui et qui innovent. 3 concepts sont au cœur de la réflexion. Ils participent à tisser un fil conducteur à l'ouvrage, organisé autour de la valorisation de travaux à forte dimension empirique, en articulation avec des réflexions théoriques, sur un mode dialogique qui contribue à la fois à interroger et éclairer les pratiques.
Dans l'esprit du réseau, ces travaux empruntent à différents champs à la rencontre suivant la sensibilité des auteurs, entre sciences de l'éducation et de la formation, sciences de l'information et de la communication, philosophie, psychologie. Un premier concept, celui de rapport S au savoir, apparaît transversal à l'ouvrage. Abordé en tant que processus, un processus jamais figé, qui permet de penser le monde et de se situer dans le monde, être au monde, le rapport au savoir donne lieu à différentes déclinaisons. Il réfère à des formes de savoir pluriel, un mixte d'objets culturels, de gestes, de pratiques, de représentations faisant état de métissage, d'hybridation, exprimant des mouvements entre ordres de la culture, savoir académique, ordinaire, d'action, savoir des gens, expérientiels, inclusifs, sociaux, sensibles, incorporés, émergents, et il déroule différentes figures et rapports à l'apprendre. Épistémique, via la rencontre avec des objets savoir préoccupés d'une relation de maîtrise à ces objets, identitaire dans un rapport à soi-même et à l'autre, et social, en fonction de l'histoire et de l'appartenance sociale du sujet, Frisch, Cossin, Maury et al., 2010. Rapport à des contenus de pensée, il s'inscrit dans un système de représentation-proposition sur le monde et un réseau de relations sur un mode dynamique. Rapport à l'espace, au temps, à l'action, aux autres, à soi-même, mais aussi tout autant rapport au manque de savoir. Prenant corps dans la réalité sociale, il est également rapport à l'acquisition d'un pouvoir. Le savoir participant à déchiffrer le monde, à le mettre en ordre dans une volonté de saisie classificatoire, pour mieux l'appréhender et construire des significations sur les objets de ce monde. Les espaces, les dispositifs, les matérialités, les situations, l'opportunité du moment, les manières de dire le savoir, en jeu dans ce processus d'ordonnancement, sont interrogés en tant que matière à penser et ou éléments mobilisateurs. Un intérêt majeur des contributions est de s'attacher à approcher le rapport au X-savoir-S en acte, dans les pratiques et les usages, de l'explorer entre apprendre, s'apprendre et faire apprendre, dans une perspective constructiviste, préoccupée de saveur des savoirs et de désir d'apprendre, Astolfi 2017. Les emprunts faits par les auteurs sont divers, tant sur le plan théorique que méthodologique. La démarche se veut compréhensive, elle porte attention aux interrelations et aux influences réciproques en se plaçant du côté des acteurs. Ce qui permet un croisement des regards sur un processus et une notion complexe, à fort potentiel heuristique, ouvrant sur des questionnements riches, ancrés dans le réel et situés. Un second concept est celui de contexte. Il peut s'entendre par les éléments matériels, physiques, liés à l'environnement autant que par la présence de l'autre dans des formes professionnelles d'interaction et d'altérité. Milieu dans lequel prennent place des conduites, le contexte intègre les dimensions spatiales et temporelles. Il n'est pour autant pas un donné, préexistant à la rencontre, un contenant stable dans lequel interagiraient des acteurs. Ensemble dynamique, il se construit dans les interactions, hétérogène, il renvoie à des niveaux imbriqués sur le mode de la relation et peut être envisagé de manière plus ou moins large, micro, méso, macro. Dans le cadre de l'ouvrage, le contexte n'est pas objet d'étude pour lui-même, il est convoqué comme notion opératoire suivant les cas englobantes et ou relationnels. Des notions telles situation ou espace y sont associées, également éclairantes, qui s'enrichissent mutuellement quand il s'agit de situer des conduites, des pratiques, des acteurs. La situation renvoie plutôt à un contexte immédiat, avec ses ressources, susceptibles d'être prises en compte ou non par les acteurs, à des moments au cours desquels s'effectuent des interactions entre acteurs et environnement, sous forme d'actions réciproques, avec ajustement en continu aux circonstances et à l'environnement. L'espace, quant à lui, apporte une note dynamique en ce sens qu'il ouvre aux médiations et aux rencontres, dans un rapprochement entre dispositifs et pratiques,
et qu'il ne saurait exister en dehors des cultures. À la fois espace concret et espace métaphorique, référant tout autant à une étendue qu'à une grandeur temporelle, il est étudié ici essentiellement en tant qu'espace de savoir, dans un système de relations entre acteurs humains et non humains, selon une approche sociale et symbolique qui fait une large place à l'altérité. Jacob, 2014. Le troisième concept est celui de distance de professionnalité, en lien avec l'efficacité réflexive. Ces deux concepts sont liés et permettent d'approcher une nouvelle forme de professionnalité construite à la fois sur la connaissance technique d'un objet qui fonde le travail, le savoir, le soin, le bien commun, les connaissances sur l'humain qui apprend, se soigne, s'organise et la compréhension de soi en train d'agir. Dans ces métiers réputés autrefois impossibles, il est aussi question d'efficacité de l'acte produit qui n'est jamais achevé. Soigner n'est pas guérir, enseigner n'est pas faire apprendre, encadrer n'est pas émanciper. Le sujet échappe, il ne doit rien au professionnel qui s'est investi dans cette relation de travail. Ce dernier doit pouvoir se situer et se prendre pour objet de sa propre compréhension. Cette forme d'expertise, si elle n'est pas innée, se repère, se construit, s'entretient et se nomme. Pour assumer et faire face aux incidences du milieu, aux influences de l'autre sur lui-même, le professionnel gagnerait à pouvoir disposer d'un SAS et d'un délai entre le soi professionnel qui opère et le soi personnel, qui ressent, éprouve, évoque. C'est ce qui constitue la distance de professionnalité. Elle permettrait aussi d'amortir les effets de la subjectivité du professionnel dans la réalisation des actes professionnels attendus. La distance de professionnalité permettrait ainsi d'assumer la subjectivité engagée dans des formes techniques et expertes des métiers de l'humain, autant que dans la relation avec un autre soi-même. Premier chapitre, apprendre de l'agir et de la rencontre avec des dispositifs et des objets, à l'école des sens. Les 3 premiers articles traitent du potentiel inclusif intégratif de différents dispositifs et des médiations intervenant dans l'apprentissage entre apprendre et faire apprendre. Les contextes sont variés, qui convoquent l'objet technique, enseignement à distance à l'université, éducation aux médias dans le milieu de l'éducation populaire, prise en main d'un nouvel environnement de travail en institution. Et différents acteurs sont concernés, étudiants, seniors, travailleurs, qu'il s'agit d'accompagner dans un monde en mutation, dans lequel de nouveaux environnements à forte dimension numérique et de nouvelles formes de médiation se mettent en place. L'objectif est que les acteurs puissent rester en prise avec cet autre monde qui, dans ce contexte actualisé, amène à opérer des déplacements. Loredana Perla, Viviana Vinci, Alexia Scarinci et Ilenia Amati, dans leur étude de cas année 2019 à 2020, par questionnaire et entretien approfondi auprès de 418 étudiants en sciences de l'enseignement primaire et sciences de l'éducation et de la formation, de l'Université de Bari, s'intéressent aux perceptions et attitudes des étudiants envers l'enseignement à distance dans le contexte de la pandémie de Covid. Inspirée de l'approche dite Voice Student, et inscrite dans une perspective phénoménologique, leur analyse fait émerger plusieurs points nodaux relatifs à la flexibilité de l'espace, du temps et à l'organisation des apprentissages. Selon les étudiants, l'apprentissage en ligne est engageant et son potentiel est riche, comparé à l'enseignement en face à face. Ce qui, selon les mots des auteurs, invite à repenser les médiations dans l'apprentissage à distance sous une forme adaptative et flexible, et de ce fait inclusive, dans la mesure où elle offre de plus larges choix et un haut niveau de personnalisation aux étudiants. C'est une autre forme d'inclusion, celle des seniors, qu'étudie Pascal Laborderie, en appui sur les résultats d'une recherche portant sur des dispositifs d'éducation aux médias et à l'information développés dans le cadre de l'éducation populaire, ici lors du Festival du court-métrage de Troyes organisé par la Ligue de l'enseignement au cours de l'édition 2019. Alors que la programmation s'ouvre aux nouvelles technologies audiovisuelles, dans l'intention de rajeunir le public, une des activités remarquées de la saison est le visionnage de films en réalité virtuelle, qui contre toute attente séduit les seniors. Le constat peut paraître paradoxal en première lecture, mais il est significatif en termes d'attente de ce public, comme en termes de formation d'adultes. Selon la philosophie de l'association, la pratique est privilégiée. Pas seulement voir des courts-métrages, mais expérimenter, échanger. Les seniors sont invités à interagir avec l'environnement dont les autres constituent une réalité,
dans une vision socio-constructiviste du développement humain. Pour autant, mixer les publics n'est pas évident, les retours recueillis en entretien sont mitigés, ils pointent les limites de l'expérience. Qualité de la formation, dimension idéologique et sens des activités, manque d'espace-temps pour le débat et isolement du spectateur. Aussi l'auteur en conclusion propose-t-il de penser les finalités de la programmation au regard des réserves formulées et des enjeux en matière de formation d'adultes. Pierrette Chanourdi-Payassar, quant à elle, s'attache à étudier l'appropriation d'un environnement de travail, lors de la migration d'un environnement à un autre, ce qu'elle présente comme le passage d'un espace à un autre, d'un monde à un autre, dans un processus qui concerne la personne tout entière. Le fait d'habiter un lieu de travail et d'être contraint par ses caractéristiques engage dans des formes de transition professionnelle qu'il est opportun de questionner. Dans cette intention, l'auteur a réalisé des entretiens avec 3 personnes qui ont vécu une telle migration. Un attaché de direction et comptable dans un bureau d'études, une ingénieure dans l'enseignement supérieur et le directeur d'un centre de formation. Les résultats émergeant à l'analyse des récits mettent en évidence plusieurs dynamiques, ouvrant sur divers possibles. Suivant les cas en lien avec le caractère physique de cet espace et la perception, dynamique ou non, qu'en ont les professionnels, ou de manière plus symbolique, selon que c'est la posture professionnelle qui vient donner sens à l'espace, ou qu'à l'inverse c'est l'espace qui conforte la position de la personne dans l'institution, ou encore sur un mode créatif, dans une pulsion créative qui vise à adapter à une réalité extérieure, tout en cherchant à préserver un équilibre entre réponse aux prescriptions de l'environnement et protection de soi. Les 3 articles suivants considèrent la part prise par les gestes, le sensible, la matérialité dans la construction des savoirs, et en quoi ils contribuent au sens des situations vécues et étudiées, Ingold 2018, dans une démarche qui ici aussi se veut inclusive. La sensorialité, les sens, occupent une place de choix dans le processus, les apprentissages sont pensés à l'école des sens, comprendre et connaître, s'enracine dans percevoir et ressentir, la sensorialité intervenant comme un mode de présence qui renvoie à des formes incarnées du savoir et de l'expérience. Au-delà d'un intérêt marqué pour l'environnement sensoriel, compte tenu de son potentiel, les expériences relatées interrogent la hiérarchisation traditionnelle des sens qui tend à donner le primat à la vue. Elles convoquent successivement le codage gesto-visuel et le rapport à la vision, la manipulation d'objets comme déclencheur d'expression et le recours à l'olfaction pour engager dans la compréhension en lecture. La réflexion initiée oriente ainsi vers une approche multisensorielle des savoirs, ouvrant sur divers possibles, et permettant la prise en compte des élèves dans leur singularité, notamment les élèves à besoins éducatifs particuliers. Il ressort des travaux présentés que ces questions, loin d'être secondaires ou accessoires quand il s'agit de penser le rapport au savoir et à l'humain, s'affirment comme un élément clé des évolutions qui se dessinent. Se situant dans une approche psycholinguistique, Olivia Janin et Agnès Picard-Kipfer étudient les codes gesto-visuels que les enseignants utilisent en classe ordinaire pour faire voir la parole et soutenir le langage, l'objectif étant de favoriser la communication. Elle s'appuie sur les données recueillies par questionnaire auprès de 493 enseignants de maternelle. À la lecture des réponses, 2 groupes sont distingués, une majorité de non-utilisateurs 422, et 71 utilisateurs qui déclarent s'appuyer sur 3 types de codes intégrant expression corporelle, faciale, mouvement. Pour 47 enseignants, la langue des signes française, visage, main, corps. Pour 14, le français signé, visage, main, corps. Et pour 10, les codes gestuaux manuel Borel-Maisoni, visage, main, associés à la technique Macathon, visage, main, pictogramme et pour l'un d'eux également au langage parlé comparé, visage, main. L'étude montre que, quel que soit le groupe, une majorité d'enseignants accueillent des élèves qui rencontrent des difficultés lourdes et pérennes concernant le langage et les apprentissages. Et que, quels que soient les gestes effectués, ces pratiques concernent majoritairement des élèves non sourds, auxquels elles sont très profitables, élèves ayant des troubles du spectre de l'autisme ou des difficultés au niveau comportemental. Ce qui conduit les auteurs à appeler de leur vœu un changement de paradigme, invitant l'école à envisager pour tous les élèves une approche plus souple des savoirs permettant l'accès pour chacun d'eux à une communication riche, singulière, indispensable à son équilibre affectif et à ses apprentissages. S'inscrivant dans une perspective constructiviste,
Yolande Maury interroge la part prise par le corps, les gestes, la matérialité dans la construction de savoirs géographiques et infodocumentaires lors d'une initiation à la prospective territoriale, en classe de 6e, année 2018 à 2019. Dans la ligne des textes officiels, il s'agit pour les élèves d'imaginer leur quartier, alors en rénovation, à l'horizon 2050, dans un exercice créatif donnant lieu à la réalisation d'animations de 2 à 3 minutes. De la balade urbaine documentant le projet qui leur permet d'éprouver le quartier avec leur corps, de s'imprégner de ses formes, de ses couleurs, de ses odeurs, au scénario projectif qui le met en mots dans son devenir en réponse aux tendances des objets, à sa mise en image via l'animation dans un geste créatif, les élèves vivent une sorte de parcours géographique apprenant, dans une articulation constante penser-faire, intelligible-sensible. Penser géographiquement le quartier projeté passe à la fois par le toucher les objets et le sentir les matériaux, convoqués comme matière première et bricolés en empruntant à leur modalité d'être afin de les faire correspondre aux idées qu'ils sont appelés à représenter, et par un travail sur les gestes qu'il s'agit d'accorder pour construire un discours cohérent, inscrit dans une histoire, exprimant le devenir urbain dans une suite de mouvements. Ce faisant, les élèves apprennent beaucoup plus que des repères et un raisonnement à caractère géographique. C'est un autre sens peu exploité en pédagogie, l'olfaction, qu'étudient Pascal Gossin, Clément Chauvin et Laurent Lacroix, rendant compte d'une expérimentation originale avec des élèves du primaire. Le sens olfactif y est utilisé en tant qu'inducteur susceptible d'améliorer la compréhension en lecture. Les auteurs cherchent à comprendre, mesurer ce que peuvent apporter des activités avec support olfactif à des élèves entravés par la barrière de la langue, en favorisant l'accès à l'imaginaire. 76 élèves de CM1 sont ainsi soumis à un test écrit de lecture-compréhension, dont l'objectif est d'évaluer leur capacité à produire des images mentales et à faire des inférences à partir de courts textes. Et parmi eux, 37 sont retenus en fonction des résultats obtenus, en tant qu'échantillon représentatif, 10 à résultats très faibles, 9 faibles à moyens, 9 moyens à bons, 9 bons à très bons, pour passer un test olfactif en entretien oral individuel. Le choix de l'oral vise à lever les difficultés d'expression de certains en français, et le test a apprécié la précision des images mentales et des inférences provoquées par les stimuli olfactifs. Les corrélations établies en croisant les résultats, relatifs aux 2 tests, font état de conclusions intéressantes. Les élèves ayant le plus d'habilité à générer des images mentales en lecture-compréhension sont ceux qui associent le plus aisément une image mentale aux stimuli olfactifs. Par ailleurs, le test olfactif semble de manière générale relativement mieux réussi, comparé au test de lecture, la barrière de la langue intervient moins dans ce type de test. La taille limitée de l'échantillon amène cependant à relativiser ces premiers éléments, et à les considérer avec prudence. Second chapitre, apprendre de l'expérience et de soi en situation, penser la réflexivité dans sa multidimensionnalité. 3 articles éclairent ensuite le rapport à soi dans l'apprentissage, en particulier comment il est nécessaire d'apprendre de soi pour développer une professionnalité assumée dans les métiers de l'humain. Les techniques et les compétences reliées à ceux-ci ne suffisent pas, à elles seules, pour espérer agir en professionnel au chevet d'un autre. La présence et l'engagement de soi dans la relation nous obligent à faire avec les dimensions subjectives, singulières de cette relation particulière avec ce sujet-là. La conscience de soi en action va se nourrir tout au long des expériences successives et nous permettre de comprendre et d'accepter une part de soi personnelle indissociable du professionnel qui doit interagir, influencer et être influencé. Christelle Poher, en appui sur une recherche en cours d'approche compréhensive, s'attache à montrer comment s'élabore, se construit, se renforce la distance de professionnalité à partir de 3 notions qu'elle travaille. L'intersubjectivité, l'accordage et le double dans le travail du clown à l'hôpital. Elle transpose le concept de distance de professionnalité dans un nouveau contexte de travail où l'activité engage chacun vis-à-vis d'un autre acteur et vis-à-vis de l'enfant hospitalisé, de ses parents et des soignants. Ce qui était émergence devient évidence à questionner. Son travail fortifie l'usage et la nécessité du concept. En outre, elle reprend les éléments liés au métier de l'humain, pour aider à caractériser autrement la profession de clown à l'hôpital au sein du « rire médecin ». Le corps y tient une place centrale pour comprendre ce qui se joue et se comprendre en action. La proposition d'une matrice intersubjective,
contribuent à éclairer la complexité inhérente à ces métiers. Le travail consisterait aussi à un accordage des comportements, des réactions, des émotions pour donner suite au jeu au lit du jeune patient. Cette forme de travail évoque les formes cliniques de l'intervention et des causes-influences. Enfin, avec la notion de double, l'auteur invite à repérer les entre-deux avec lesquels il faut jouer. Les premières traces recueillies auprès des clowns et leur analyse engagent toute la profession dans un lent processus de professionnalisation, où les relations avec les institutions sont aussi prises en compte pour définir une seconde facette de la distance de professionnalité qui permet d'appréhender les enjeux institutionnels et organisationnels pour jouer avec. L'expérience rapportée ici met en évidence, par touches successives et dans un double mouvement, qu'aller au plus proche de la situation pour le comédien clown fait rimer distance de professionnalité et proximité, versus mise à distance et ou neutralité. Jean-Marc Parago actualise le concept de distance de professionnalité, mise à jour dès les années 1990. L'épisode sanitaire du Covid-19 et l'accompagnement de plusieurs groupes de professionnels des métiers de l'humain pendant les temps de confinement ont permis d'effectuer un travail de reprise qui montre l'évolution du concept. Les éléments fondateurs comme l'objet tiers médiateur de la relation, le double épistémologique et l'intersubjectivité sont retravaillés, voire relayés dans des mémoires récents d'étudiantes. La nouveauté réside dans le traitement des liens envisagés entre l'existence de cette distance et les dégradations professionnelles et personnelles, dont elle pourrait protéger les acteurs. Le stress, les états du moi affectés engendrés par le contexte de travail, amènent à comprendre l'intérêt préventif de la distance de professionnalité comme réalité au travail. Les confrontations avec des recherches variées concernant les vulnérabilités des professionnels permettent de nourrir la réflexion en matière de risque et de prévention dans les métiers impossibles. Des propositions de dispositifs d'accompagnement sont présentées pour donner suite à leur mise en place pendant les périodes de confinement liées à la Covid-19. Tout d'abord, l'expérience des chroniques du confinement écrites pendant le premier épisode de Restrictions sociales montre l'importance de la préservation du lien interpersonnel pendant la quarantaine imposée. Écrire, être lu ou lu et lire sont des rendez-vous structurants qui accompagnent tous les états du moi pendant cette longue période de repli et d'isolement. Les ateliers d'analyse des pratiques professionnelles qui ont été adaptés aux conditions de mise à distance ont permis de poursuivre le travail de réflexivité personnelle et d'étayage par le groupe. Christophe Point questionne le renforcement expérientiel, empuissantement que peut produire une pédagogie universitaire inspirée par les travaux de Dewey. Le processus de professionnalisation est proposé comme pouvant représenter une montée en compétences. Dans le cadre de la professionnalisation pour les universités modernes, l'article permet d'approcher les deux notions de compétence et de professionnalité. Dans un premier temps, l'auteur cherche à montrer les difficultés et les problèmes que pose à l'université l'excès du processus moderne de professionnalisation. De façon synthétique, cela lui permet d'identifier une des conséquences les plus dangereuses de ce processus, la multiplication des ruptures au sein des formations universitaires. Les objectifs de ces dernières ne sont alors plus pensés en continuité avec des objectifs pédagogiques et sociaux, et l'étudiant n'est alors plus considéré qu'en tant que futur travailleur, et non en tant que personne dotée d'une éthique ou en tant que citoyen engagé dans sa société. Ensuite, dans un second temps, il cherche à construire un modèle alternatif à celui de la professionnalisation à outrance, celui de la professionnalité, et il s'appuie essentiellement sur la pensée de John Dewey pour éclairer la notion de compétence. L'auteur invite ainsi à repenser le processus de professionnalisation comme un processus d'enquête dont la professionnalité serait la maîtrise. Combinant agilité situationnelle, agir en situation, développement d'un pouvoir d'agir soucieux des fins autant que des moyens, agir avec efficacité et acquisition d'une réflexivité attentive à bien faire et mieux vivre sa vie, agir avec sagesse. Dans cette perspective, apprendre des gestes et des procédures ne saurait suffire. Il s'agit d'apprendre à interroger sa pratique, dans ses finalités notamment, dans un processus itératif en phase avec les mouvements de la pensée et propice au développement d'une pensée critique. Cependant, l'auteur défend l'idée d'aller au-delà et d'inscrire la démarche d'enquête dans un processus dérivatif, ouvert aux associations d'idées, à la créativité,
élargissant la notion de compétence en concordance avec la triple dimension de la professionnalité telle qu'envisagée ci-dessus. Ce qui participerait à renouveler la formation universitaire. Enfin, les 3 derniers articles se situent dans l'articulation de l'acte et de la pensée. Tous 3 convoquent l'écrit, ou plus exactement le processus d'écriture, écriture de soi, écriture pour soi, écriture de l'expérience, au service de la connaissance de soi, de la compréhension du monde, et plus généralement de l'apprendre à penser, via la mise à distance réflexive du dit et ou vécu que permet la mise en mots. Brigitte Roux, dans le cadre d'un travail de recherche en cours, étudie des dispositifs didactiques proposés en éducation physique et sportive dans des classes de primaire. Elle ajoute une étape entre des situations expérientielles d'EPS et la réflexion sur soi et sur les autres, et propose un passage par l'écriture. Optant pour une démarche qualitative, à dominante inductive, l'auteur choisit, pour analyser les écrits des élèves, de s'appuyer sur un indicateur d'efficacité réflexive, le passage de l'intuition à l'art du questionnement. Ce qui semble particulièrement approprié pour interroger ce qu'elle appelle « l'effet miroir de l'écrit », portant attention à la manière dont l'élève se situe et agit, à ses choix, à ses difficultés et plus généralement à sa compréhension des situations vécues. Cette forme d'après-coup et de mise en mots permettrait, selon les résultats de l'étude, de développer des formes d'efficacité réflexive comme celle de se comprendre en activité. Le sujet est aussi objet de sa pensée, et de comprendre l'autre, pour soi, pour autrui, dans des formes de conceptualisation décalée du temps de l'action. Johanna Latché-Henrion travaille à la résilience d'adolescents hébétés, à partir de la mise en discours à caractère philosophique de leur expérience scolaire. La philosophie intervient alors, selon les mots de la chercheure, moins comme la discipline du « je pense donc je suis », que comme une pratique didactique relevant du triptyque langue-affect-culture, permettant l'expression de pensées individuelles à l'intérieur d'un collectif, sur un mode dialogique, et orientée vers la manipulation de concepts et de symboles, dans un mouvement de va-et-vient entre monde réel et monde de l'abstraction, à l'opposé de tout dogmatisme. Apprendre à penser collectivement jusqu'à l'argumentation, où le débat devient ainsi une visée de travail, une forme de progrédience capable d'engager les adolescents dans des activités à venir. Partant du constat établi dans le cadre d'une réflexion collaborative d'un clivage entre compréhension des consignes par les élèves et pratique enseignante, Lucie Copro questionne les pratiques d'évaluation des enseignants en collège, et elle en fait une matière à réflexivité comme pour n'importe quel geste professionnel. Un questionnaire exploratoire et anonyme permet d'abord de recenser les pratiques d'évaluation des enseignants, faisant ressortir les difficultés repérées par ces derniers chez les élèves. Compréhension des attendus des évaluations, lecture des consignes notamment. Ces premières données, mises ensuite en regard des ressentis et représentations des élèves sur les difficultés pointées, donnent lieu à élaboration d'un protocole de test visant à effectuer un travail sur ces difficultés, avec constitution d'un répertoire commun portant sur les éléments constitutifs de l'évaluation et explicitant le vocabulaire des consignes. Du côté des enseignants, la réflexivité permet alors de se comprendre enseignant par la mise en mots, le travail collectif et l'étayage théorique des pratiques. Du côté des élèves, la réflexion conjointe avec les enseignants pour construire leur propre répertoire auquel se référer si nécessaire, au-delà de la clarification des attendus, permet de se comprendre apprenant et de penser son propre cheminement dans un rapport réflexif au savoir. Bibliographie. Astolfi Jean-Pierre 2017. La saveur des savoirs, discipline et plaisir d'apprendre. Paris, ESF Sciences Humaines. Frisch Muriel, Gossin, Pascal, Maury, Yolande et Suresnes Christine. 2010. L'information documentation et la formation professionnelle. Dans Congrès international d'actualité de la recherche en éducation et formation. Genève, AREF 2010. 10p, https://al.archive-ouverte.fr/al-006186522-document. Ingold, Team 2018. L'anthropologie comme éducation. Rennes, Presse universitaire de Rennes. Jacob Christian. 2014. Qu'est-ce qu'un lieu de savoir? Nouvelle édition. Marseille, Open Edition Presse.
https://doi.org/10.4000/books.app.423. Lévin, Jacques Develay, Michel 2003. Pour une anthropologie des savoirs scolaires, de la désappartenance à la réappartenance. Paris, ESF. Parago, Jean-Marc. 2020. Chronique du confinement. Du soi professionnel confiné au soi personnel continué. Paris, l'Harmattan. Premier chapitre. Première partie. Un Student's Perception of Online Learning, RETHINKING University Didactique MEDIATION Beyond Covid-19. Loredana Perla, Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Viviana Vinci, Università degli Studi Mediterranea, Reggio Calabria. Alessia Scarinci, Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Ilenia Amati, Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Introduction. Recently pointed out by the European University Association, EUA, Esterman, 2020, the coronavirus crisis has challenged higher education institutions in many new and unexpected ways, particularly in relation to digitization and digitally enhanced learning and teaching. Higher education institutions must not only rethink teaching learning, design, and assessment processes with and through digital media, but also identify the criteria for urgency, in order to provide educational and training activities which cannot be carried out remotely, i.e., university internships, as well as educational workshops. In the Italian context, the DPCM. DPCM, of March 9 imposed on Italian universities the compulsory suspension of attendance of degree courses due to the COVID-19 emergency, creating a strong impact on the internal and external processes of digitization of teaching and learning. The state of emergency given by the spread of COVID-19 has introduced a new and destabilizing element in the world of school and academia, namely that the intentionality and planning of distance learning has failed, forcing teachers to adapt their own didactic action to a distance learning context and putting students in the situation of using tools for which they were not adequately prepared. As we know, online learning cannot be seen as a mere, extemporaneous transposition of teaching in the presence-based, EDEN 2019. It can change not only the space-time organization, but also the relational dynamics and social interaction, which often require different teaching approaches and skills. There is a need, especially during crises such as an earthquake, natural disaster, wildfire, or disease outbreak, to study and weigh the pro and con of online methods of teaching, as underlined by Dawan, 2020 page 14. Table 1. The SWOC Analysis of Online Learning During Crisis, Dawan 2020. The pandemic has placed teachers in front of the need to redefine, redesign their teaching action, to consider technology no longer as simple tools for the transmission of knowledge. The teacher must rethink and reflect on the established practices of their work and then initiate a substantial review in the direction of improving the learning outcomes of students. Among the group affected by crisis and emergency situation are students. While many studies have compared teaching methods in an increasingly utilized online learning environment, as Unger and Meran 2020, arg. Little is known regarding students who had to move to an online learning environment from an in-class learning environment during widespread emergencies, page 256. Students should be more involved in faculty development research and action. Many of the lessons learned from student perception and attitude surveys, Angelova 2020, Arora et Srinivasan 2020, et Bepsi, Bertiz, Alan, 2020, Gillies 2008. Here, we investigated students' perception and attitude toward distance learning, online education, during the COVID-19 outbreak in Italy at an undergraduate university, the University of Bari, Southern Italy. Objective of the study.
The interest of the survey is to examine students' perception and attitude toward distance learning during the COVID-19 pandemic period and to redesign a flexible distance mediation, investigating the metamorphosis taking place in the space of university mediation from the point of view of a theory of media education, Damiano 2013, Perla 2016, and following a methodological approach of practical analysis to the phenomenological orientation, Lanev 2005, Perla 2005, 2010, Agrati 2008. Teachers, developers, and providers of online learning need more understanding on how to apply these approaches most effectively to enhance learning and motivation, Koang et Durant, 2003. This need to understand how to implement online and blended learning most effectively is strictly connected with students' perception of online learning elements, Smart, Capel 2006. A research on online learning suggests Ryan 2001, Picciano 2002, Cole, Field et Harris 2004. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.